Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Tata Bamama Bandeko, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci de nous accueillir une fois de plus chez vous en ce vendredi 18 août. RDC Horizon 2023, nous remercions tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices. Nous vous invitons à vous abonner pour continuer à suivre toutes les explications, toutes les interprétations, toutes les analyses que nous faisons de la presse. Avant de commencer, nous allons nous excuser auprès de nos téléspectateurs parce que la dernière fois nous nous sommes vus, nous étions à Radio Mboté. Nous aurions dû continuer sur Radio Mboté, mais nous allons y revenir à la rentrée au mois de septembre. À ma droite, le pasteur Bobo Koyangba de MPB TV. Pasteur Bobo, bonjour. Bonjour Patrick Hugo. Comment vous portez-vous aujourd'hui? Bien par la grâce de Dieu, mais nous pensons toujours à notre pays, c'est comme la diaspora juive, notre pays, la République démocratique du Congo, et nous croyons que ça va aller mieux. Merci Pasteur Bobo. Cornelis Ndandou, Nesha Africa, agence congolaise de presse. Cornelis, bonjour. Bonjour Patrick. Comment allez-vous en ce vendredi? Très bien comme d'habitude. Ah, ça c'est parfait. Faut toujours positiver. Très très bien. Eh bien, les thèmes de ce jour seront les 9e Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa avec un très grand succès, le cycle électoral et son état d'avancement, l'état de siège est enfin la levée, et puis la question du Niger, le coup d'État qui a de nouveau impacté la région du Sahel. Alors, Pasteur Barbeau, je vais vous passer la parole pour les quelques points d'actualité que vous pouvez partager avec nous, mais à tous nos téléspectateurs et toutes nos téléspectatrices, n'oubliez pas de liker et de vous abonner afin que nous puissions aller de l'avant. Pasteur Bobo. Oui, merci beaucoup Patrick Hugo. Nous savons que de plus en plus Horizon 2023, ça fait du succès. On en parle partout, on est interpellé par-ci par-là. On ne parle que d'Horizon 2023, c'est rare de voir des émissions où des journalistes font des analyses sur l'actualité et de manière vraiment correcte. Moi, j'ai 2 ou 3 points. Rapidement, le premier point, c'est par rapport à Corneille Nangaa, qu'on connaît. Ancien président de la CENI. Ancien président de la CENI qui a dirigé des élections jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas, il a proclamé des vainqueurs, mais il n'a jamais expliqué qui a fait quoi, et ça pose problème au niveau bien qu'il déclarait que la loi ne l'obligeait pas de publier les résultats, mais qui sort, il rate sa sortie pour aller presque appuyer Kagame. De quelle manière? Il déclare que dans la garde républicaine, la sécurité du président Tshisekedi, de sa famille, des institutions, on trouve des FDLR. Or, Kagame, partout où il passe, il justifie la présence du M23 au Congo parce qu'il y a des FDLR, que le Congo soutient le FDLR. Les Congos niés, les Congos réfugiés, c'était absurde. Mais aujourd'hui, un leader politique, candidat à la présidentielle, qui sort pour dire ça, je trouve que c'est pas sérieux. Pour un pays, c'est pas sérieux. Donc c'est quelque chose qui vous a vraiment marqué? Non, pas moi, mais il faut faire la part des choses entre le combat politique et comment défendre votre pays, comment défendre votre nation. Imaginez un peu au Rwanda, l'inverse. Il faut aimer le pays. On doit apprendre aux Congolais ou à tous ceux qui aspirent à
à devenir leader, président ou qui a aimé l'amour de la patrie. Le patriotisme. Le patriotisme. Et deuxième point, je vais d'apprendre l'arrestation de Peter Tchani. Un de vos confrères journalistes. Oui, bon, j'ai posé des questions. Pourquoi ça fait un peu trop d'arrestations? On aimerait bien savoir. Bon, on peut aussi nous rétorquer que, oui, la loi est là, on ne peut pas laisser les gens parce qu'on avait arrêté 10 personnes et que les 11e personne vient faire une bêtise, on peut le laisser. Mais on aimerait bien qu'on puisse nous éclairer clairement pourquoi il a été arrêté, pourquoi ça va aider beaucoup plus. Sinon, ça risque de faire beaucoup de bruit. Eh oui, la presse est un quatrième pouvoir, il faudrait laisser ce pouvoir fonctionner. Cornelis Landou, quelques points d'actualité à partager avec nous avant que nous plongions dans les thèmes de ce jour. Oui, merci bien Patrick Yogo. J'ai 2 points d'actualité, mais j'aimerais quand même rebondir un peu sur ce que Pasteur Bobo venait de dire au sujet de Mukwege au sujet de Corneille Nangaa, excusez-moi, oui, oui. Pour rappeler, comme j'ai toujours dit, qu'un homme politique, c'est pas parce qu'il devient homme politique, il devient l'homme le plus intelligent du monde. Un homme politique doit nécessairement avoir un conseiller en communication. Parce que c'est cette personne qui est habilitée à le conseiller dans la manière de communiquer, dans la façon, dans l'orientation, et ainsi de suite. Nous avons vu même Chirac. L'élection du président Jacques Chirac a été due principalement à sa conseillère en communication qui était sa fille. C'est internationalement connu. Alors, je passe à mes 2 points d'actualité. Le premier point d'actualité concerne vraiment l'actualité, une information, c'est la prise en fonction de la nouvelle ambassadrice de la Belgique en RDC. Nouvelle ambassadrice, et je souligne aussi que c'est la première fois depuis l'indépendance en 1960 que la Belgique envoie une dame à la tête de sa mission diplomatique à Kinshasa. Donc, Madame Roxane de Bilderling, nouvelle ambassadrice, venait de prendre ses fonctions. Elle a été ambassadrice au Kenya après avoir été en Afrique du Sud. Et à Kinshasa, il remplace Joe Indeke, qui est envoyé en France comme toujours ambassadeur. Juste une information. Alors la deuxième information c'est un peu plus soft, concerne la musique. Dites-nous. Oui, je voudrais parler de cette épidémie qui a gagné nos musiciens. Dans le fait que le stade de martyr, un stade innocent, le stade de martyr est devenu l'unité de mesure de la popularité de nos musiciens. C'est curieux de le constater, parce que le premier musicien qui a joué dans ce stade-là, c'est Kester Emenea, en 1997. Tout le monde a trouvé que c'était normal, il est venu jouer, et puis aucun musicien n'a suivi. Curieusement, 20 années plus tard, on constate que tous les musiciens courent vers le stade de martyr. Nous avons vu le premier à s'être produit là-bas. Bon, je ne vais pas suivre l'ordre, mais on sait que Fali s'est produit, et puis Wenge, version originale, Jibem Piana, comment il s'appelle encore, celui de Maison-Mère, Werrason s'est produit là-bas, Ferré, et dernièrement, le pauvre Oisé, quoi, il entre dans la danse. Moi, je crois que c'est une épidémie, hein. Tout le monde veut y aller, même s'il n'est pas prêt, mais Oisé, quoi, en a eu pour son compte. Parce que tout ce que les mélomanes retiennent de Oisé, quoi, c'est la veste qu'il a portée. La veste qui est comme celle de Michael Jackson. C'est tout. Mais le spectacle, vraiment rien à retenir. Mais la veste, quand on parle de la veste de Michael Jackson, Oisé, quoi, a même commencé son show par des
pas de danse de Michael Jackson. Les gens se posaient la question de savoir ce que c'était, si c'était du théâtre ou quoi. Mais Michael Jackson, c'est dans son style, cette danse-là. Mais Oisé, quoi, qui amène ça devant les fanatiques, on était vraiment... Les gens étaient déboussolés, hein. Les gens ne comprenaient pas si Oisé, quoi, je ne sais pas, faisait du théâtre ou de la musique. Mais à décharge, il faut dire que Oisé, quoi, vient jouer après tous les concerts gratuits qu'il y avait, hein, dans le cadre de la francophonie, comme nous allons nous en parler. Et puis la veille du concert de Oisé, quoi, il y a un pasteur qui avait tenu une veille de prière, hein, là-bas. Ben, c'était plein à craquer. Et Oisé, quoi, est venu, 20 000 personnes à peine, un quart du stade. Bon, je m'arrête là. Vous êtes gentil, 20 000 personnes, c'est pas 3 000 personnes. Un quart. C'est peut-être faute de salles de spectacle que les stades sont comme mais ça. Non, comme dit Cornelis, à son niveau, il pouvait aller jouer dans un cinéma. Pourquoi s'est ridiculisé comme ça? C'est l'unité des Et messieurs. puis à son âge, imiter Michael Jackson, c'est la folie. Mais- Il est l'un des musiciens parmi les plus intelligents. Il est auteur, compositeur. ouais. Mais il se comporte comme un petit gamin, un voyou, donc c'est triste. Abonnez-vous, likez pour que RDC Horizon 2023 soit renforcé et qu'on puisse vous accompagner jusqu'aux élections et même au-delà. Le premier point de ce jour concerne les Jeux de la francophonie qui ont eu lieu à Kinshasa, comme chacun le sait, du 28 juillet au 6 août. Jeux de la francophonie qui ont lieu à fréquence régulière, mais suite au Covid, après le Côte d'Ivoire de 2017, la République démocratique du Congo devait prendre le relais, mais la pandémie nous a empêchés de tenir cet événement, et voilà que tout s'est déroulé et avec un satisfecit reconnu internationalement et surtout nationalement. 11 concours culturels, 9 épreuves sportives, plus ou moins 30 à 37 pays représentés. La Belgique par sa fédération Wallonie-Bruxelles, le Canada par le Québec et j'en passe. Pasteur Bobo, que retenir de ces 9e Jeux de la francophonie de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je dirais des mots et puis j'ai parlé aussi du grand public quinois. Ça a été une réussite. Ici, je vous ai dit que j'étais contre les Congolais, le profit des malheurs. Voilà. Tout le monde Ça, c'est voulait vrai. que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais moi j'avais bien dit que ça va marcher. C'est notre pays. Et on a vu le nom. Ici, on peut féliciter Félix Tshisekedi parce qu'on peut le critiquer pour d'autres points. Mais pour la francophonie, il mérite le fleur, on peut le féliciter. Que vous soyez opposant ou pas opposant, on peut le féliciter. Donc après la visite papale, on peut dire que c'est un deuxième rendez-vous international C'est vraiment réussi. bien réussi et ça fait la fierté des Congolais de partout. On a vu des beaux cadres, bien que ça a été livré à retard. Beaucoup de stades ont été des pistes d'athlétisme, ça a été livré 2 semaines avant. Ça n'a pas permis aux d'autres athlètes grands de renommée internationale d'arriver parce qu'eux, ils aiment Pour s'entraîner, planifier. voilà. Mais au moins, ça reste une très belle image pour le pays et que les Congolais ont compris qu'on peut faire de grandes choses. Question d'organisation, de On peut planification, faire le pays, on peut faire de grandes choses. et une bonne gestion des Bien fonds. que Kabila a détruit ce pays pendant 18 ans, il nous a donné une image d'un pays vraiment par terre, mais c'est le grand décollage. Si le gouvernement actuel n'en profite pas, je ne sais pas si qu'est-ce qu'on pourra faire. Ils pourront profiter de ce dynamisme-là, booster beaucoup de choses et dire que maintenant on peut faire ça. Imaginez un peu le projet 100 jours. Le programme des 100 jours, donc au début de Un l'administration. petit programme Tshisekedi. pour construire des maisons. Ils ont échoué lamentablement. On donne un Jamal, quelqu'un. 550 millions de dollars. Comme si au pays, il n'y avait pas de gens. Mais on voit, avec la francophonie, les Congolais ont fait quelque chose. Mais ce qui est bizarre, au niveau du grand public, qui Oui. ils retiennent une chose. Quoi donc? Fadi et Ferré. Même pas Maître Gims.
Bon, oui, pas vraiment Gims, c'est beaucoup. La guerre, c'est bon, la guerre, c'est fallait faire et Gims, mais fallait faire. Mais c'est bien parce que vous avez circonscrit, vous avez parlé de les Quinois. Oui, les Quinois. C'est Quand musique et danse. quand vous demandez aux Quinois, c'est eux, c'est fallait faire. Et les débats continuent. Hein. Au lieu de profiter de la francophonie, faire beaucoup de plateaux, en parler dans beaucoup de domaines. Continuer à faire rayonner. Si vous regardez les plateaux de télévision de Kinshasa, on voit que est-ce qu'il fallait, avec les contrats, faire avec, on a payé, il fallait pour 80 000 euros pour 5 minutes. C'est ça le débat. Donc Kinshasa est vraiment très terre à terre. Au lieu d'en profiter, booster d'abord le domaine, construire des écoles, contrôler les dossiers de 145 territoires, pourquoi pas en profiter. Si la francophonie a marché, tous ces projets-là peuvent marcher. Cornelis, sur ce point, et Pasteur Bobo peut revenir à tout moment, les Jeux de la francophonie, Oui. qu'en pensez-vous? Oui. Beaucoup de médailles récoltées, nous avons maintenant des infrastructures au standard international. Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à ces Jeux? Oui, ce qui a marqué, comme tout le monde, ce n'est peut-être pas déjà le nombre de médailles qui est un record. C'est la première fois que la RDC obtenait 34 médailles. Dont 5 en or, Dont 5 en or. 11 en argent. Exact. Je ne sais pas, vous avez la liste des médailles là, mais en tout cas, il y a 34 médailles. Donc, la 5e place au classement général sur une quarantaine de pays. C'est la première fois. Et ça, il faut le reconnaître. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est surtout la réussite de l'organisation. Et Quel est le secret? je ne sais pas quel secret il y a, mais nous avons vu les jeux de lumière, nous avons vu des prestations d'artistes, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ce que nous avons toujours vu à l'ouverture des Jeux olympiques des grandes nations. Et donc, la RDC est entrée dans le sérail des grandes nations pour les organisations des événements. Et je vais aussi lire une déclaration de la présidente du comité Permanent de la francophonie qui dit les 9e Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa en République démocratique du Congo sont la manifestation d'un miracle congolais. Un miracle carrément. D'un miracle carrément, parce qu'elle a raison. Elle ajoute en dépit des reports, des derniers réglages jusqu'à la veille et diverses inquiétudes logistiques. Vous savez, la réussite a été totale, mais les inquiétudes étaient fondées. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, ah non, il y a des gens, de prophètes de malheur, ainsi de suite. Non, nous étions carrément en retard dans les préparatifs. Parce que nous avons entendu des coups de burin et des truelles qui résonnaient jusqu'à la dernière minute. Il y a même eu des délégations de certains pays, dont le Canada, qui sont arrivés à Kinshasa pour vérifier l'état d'avancement des travaux, l'état des terrains, l'état des logements où les athlètes vont se doucher, où ils vont manger, ainsi de suite. Ils ont constaté que nous n'étions pas prêts. Et ils avaient raison. Donc, quand elle dit que c'est la manifestation du miracle congolais, c'est qu'en dernière minute, nous avons démontré que nous pouvons tout dans les situations difficiles. Et comme disait Pasteur Bobo, il faut que ça serve de leçon dans la réussite, hein, pas de leçon dans le retard d'organisation. Non, on est tous d'accord. Oui, que ça serve de leçon dans la réussite, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les 145 territoires comme le pasteur Bobo rappelait. Il faut que ça réussisse. Parce que quand je vois dans ma province, par exemple, le Congo central, aucune infrastructure de ces 145 territoires. Aucune. C'est comme si le gouverneur, il s'appelle encore Bandou, il dormait. On voit même que le bac qui fait traverser les gens du côté de Louosi, parce qu'aujourd'hui Louosi est enclavé, le bac est foutu, en panne. Et les gens ne savent pas travailler. Et les denrées alimentaires sont en train de pourrir. Il y a toutes les images qui circulent. Et le gouverneur Bandou, il dort toujours. Et voilà. À tout seigneur, tout honneur, on va quand même faire un
rendre hommage au directeur de cette organisation au niveau De la du francophonie. Congo, Isidore Kwanja, qui a, par sa maestra, réussi à gérer toute l'organisation, surtout au niveau de la chaîne des dépenses, de la planification, le contrôle qui a été fait pour le décaissement par l'inspection générale des finances, par la direction de la passation des marchés publics, par les validations du Premier ministre, du ministère du Budget, etc., etc., et l'OIF qui chapeautait le tout. Je crois que si le contrôle y est là, des gens qu'il faut à la place qu'il faut, on peut aller de l'avant. Je ne sais pas si vous avez encore un élément à ajouter pour les Jeux de la francophonie. Sinon, j'invite tous nos téléspectateurs à s'abonner, à liker. Cornélis, un dernier mot sur la francophonie. Oui, nous ne pouvons pas oublier quelque chose, hein, et d'ailleurs vous l'avez souligné, dans le suivi des infrastructures. Parce que les Jeux de la francophonie ont remis à neuf toutes nos infrastructures, au moins au niveau de Kinshasa. Tout à fait. Toutes nos infrastructures, mais il faut maintenant, vous savez, nous quand on grandissait, dans tous nos quartiers, nous construisions nos maisons en briques de ciment. Et nous disions que la maison était construite en matériaux durables. Et donc, toute la vie de la maison, même en 30 ans, 50 ans, pas de maintenance, pas de nouvelles peintures. C'est matériaux durables. Parce que c'est un matériau durable. Et donc, pour les Jeux de la francophonie, il faut savoir que nous avons hérité de beaucoup d'infrastructures. Et même le stade de Martyrs vient d'être réhomologué par la CAF. Déjà. Ah. Le prochain match d'ailleurs va avoir lieu, je crois, dans 2 semaines, au stade des Martyrs. Et donc, 80 000 places, c'est quand même pas rien. Hein. Exact. Donc il faut protéger ces patrimoine. Infrastructures, ce patrimoine. Et même, nous avons de belles salles de tennis de table, de belles salles de basket. Et je vais quand même relever la réflexion d'un sportif qui a dit et qui a posé la question, et si on créait une direction ou une société nationale des infrastructures sportives? Ce n'est pas bête. Le message est passé. À qui de droit? Nous allons passer un dernier mot. Je pourrais rebondir. Oui, on peut en profiter, tirer les leçons et puis pourquoi pas organiser. J'ai écouté beaucoup de slogans, des compétitions interrégionales. Il faut planifier, appeler des experts, réfléchir et proposer, faire des propositions concrètes. En même temps, pourquoi pas sous-traiter pour la gestion de tous ces infrastructures. Une sous-traitance privée, c'est ça que vous voulez dire? Oui, donc des entreprises privées qui géreraient juste on peut même faire appel à des structures internationales. Pourquoi pas, pendant un temps, initier les autres pour que ça puisse continuer. Sinon, ça va dégrader à un niveau... Cornélis? Oui, Patrick, je voudrais quand même ajouter quelque chose que nous risquons d'oublier. Kinshasa n'est pas la RDC, Kinshasa n'est pas le Congo. Il faut aussi profiter de cette dynamique pour refaire les installations dans les autres provinces. Sinon, nous avons raté les coches. Il faut en profiter. 2 345 000 km². Même la CAF. Oui. Si on a plusieurs stades. 4 villes ou 5 villes. Et dans le temps d'ailleurs, il y avait les jeux zaïrois, donc où toutes les provinces se réunissaient pour faire des jeux. Ça existait sous Mobutu. Moi, je suis arrivé à Lubumbashi pour la première fois en 1974. Les jeux se faisaient dans différentes provinces? Non. Oui, à Kinshasa. Les jeux se faisaient dans différentes provinces. Cette année, par exemple, ça peut être à Kinshasa ou à Lubumbashi. En tout cas, en 1974, les jeux zaïrois avaient lieu à Lubumbashi. Et comme par hasard, j'étais déjà là. Je suis arrivé à Lubumbashi avant l'ouverture de l'année académique. Parce que ma soeur était partie avec mon diplôme d'État et donc je devais suivre rapidement. Donc je suis arrivé là-bas avant l'ouverture des Jeux zaïrois. Et les Jeux zaïrois, cette année-là, en 1974, c'était né à Lubumbashi. Il y avait les gens du Congo central, évidemment du Bas-Zaïre, donc de Kinshasa. À l'époque, il y avait 11 provinces. Donc exactement, tout le monde était là et tous les athlètes étaient logés au campus, à l'université donc. Et voilà.
Matière à retenir et à exploiter. Nous allons passer au deuxième sujet de ce jour, qui concerne le cycle électoral. RDC Horizon 2023, nous vous avions promis et nous le faisons, nous suivons le processus électoral de très près. 117 regroupements et partis politiques ont été inscrits. Pour atteindre le seuil de recevabilité des dossiers et des candidatures de la députation nationale, il fallait atteindre 60% des sièges en compétition, à savoir qu'on n'a pas compté 500 sièges pour l'Assemblée nationale, mais 484 en raison des 16 sièges réservés aux territoires en guerre, notamment Kwamut, Rutshuru et Masisi, ce qui fait que sur les 484 sièges, il fallait avoir au minimum 290 candidats par parti ou regroupement politique. Pasteur Bobo, il fut un temps très proche d'ailleurs, vous nous disiez, mais comment on peut avoir 1000 partis politiques, etc. Ce n'est pas possible, il faut radier, etc. Est-ce que là, ce n'était pas justement une solution de mettre ce seuil de recevabilité qui a tout d'un coup fait baisser de 900, on est passé à 117 groupements et partis politiques inscrits, et encore, il n'y a que 23 653 dossiers qui ont été recevables. Attendez d'abord, on est clair avec toi. Recevable. Oui, parce mais on n'est plus à 900 il partis y a des politiques. recours, il y a des recours qui vont... Vous pensez qu'on va remonter à 900? Ils vont le monter un peu parce que j'ai eu beaucoup d'appels, hein, Oui. beaucoup d'appels des partis politiques qui réclament que ils étaient dans les normes, ils étaient dans les conditions. J'ai eu beaucoup des gars des États-Unis, de France et passés par là. Ils déclarent qu'ils étaient dans les normes. Moi, je dis, si vous étiez dans les normes, vous là, faites vos recours et on va voir. Si ça va, bon, si on peut repêcher peut-être 100 ou 50, c'est bon, c'est déjà une bonne chose, mais moi, il faut qu'on puisse mettre une loi au pays. Et si vous êtes dans un regroupement politique pendant 5 ans, on ne peut pas changer. Parce que pas de transhumance comme on connaît. Allez. Là-bas, il se reste ici. Et au Congo, ça ne veut rien dire. Gagner la députation au Congo, ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut avoir 2 sièges, devenir président et tout rafler après. Donc c'est peu comme... Mais on voit un peu ça. On commence à comprendre. C'est de plus en plus clair. Et par rapport à leur recours, on va comprendre. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont réclamé qu'ils étaient du docteur Mukwege. Moi, j'ai dit comment c'est du Mukwege. Il a un parti politique? Mukwege n'a pas de parti. Voilà. Mukwege n'a jamais dit qu'il serait candidat. Directement, j'ai dit à un gars des États-Unis, mais C'est le docteur Mukwege. Votre position, lui il dit que lui-même, on lui a reconnu. Mais les autres, j'ai dit, mais peut-être votre liste a été mal ficelée. Au lieu d'en profiter, accuser les pouvoirs pour dire qu'ils ont voulu écarter Mukwege. Si ça leur fait aussi la publicité, c'est bon. Maintenant, on connaît, on sait qu'il y a un groupe Mukwege qui existe, même en cachette. Si jamais on les repêche, ça pourra aussi les booster. Mais maintenant, les jeux sont de plus en plus clairs. On commence à comprendre comment ça va se passer, mais c'est pas comme pour le Congo, c'est pas comme ça. Cornelis, de mémoire, si vous avez les éléments, le premier parti de la République démocratique du Congo, quel est ce parti? Mais en fait, je voulais d'abord rebondir sur ce qu'a dit Pasteur Bobo, parce qu'il y a des recours qui ont été formulés. Et il y a même des mécontentements dans certains partis. Et il y a même le parti présidentiel qui n'est pas satisfait parce que vous avez posé la question de savoir quel est le plus grand regroupement politique. Oui. Vous savez, à l'UDPS, il y a beaucoup de remous. Et j'ai dit tantôt là-bas qu'un homme politique doit avoir un conseiller en communication. Oui, tout à fait. Notre ami Kabouya, qui est le secrétaire général, il n'est pas le président, qui est le secrétaire général de l'UDPS. Il est président? Non. Comment ça? Il est toujours secrétaire. Il signe toujours secrétaire général. Toujours. Bon, on ne va pas entrer dans les problèmes statutaires de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Non, non.
Parce que ça n'existe Mais pas dans Ça la n'existait pas dans les statuts. Kabound était qui? Et il est secrétaire général. Même Kabound. Kabound était secrétaire général, lui. Il n'était pas président. Alors, Continue alors sur l'UDPS qui n'a oui. pas de président pour le moment. alors oui, l'UDPS, il y a des remous dans l'UDPS. Et Kabouya, comme j'avais dit tantôt là, un homme politique doit toujours avoir un conseiller en communication. Vous savez, Kabouya n'est pas très intelligent. Il l'a toujours démontré. Et donc, il doit toujours s'entourer. Vous savez, moi j'ai... Pourquoi vous insistez sur lui? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Non, mais il vient de déclarer, Urubi et Torbi, que le MNC, le MLC, Mouvement de libération du Congo? le MLC de Bemba, Oui. qu'est-ce que le MLC veut prouver avec plus de candidats que l'UDPS? Donc, vous avez posé la question de savoir quel était Le premier parti de la le République. premier parti de la République, c'est Baptiste. le MLC. Non, c'est Baptiste. Mouvement national congolais? Non, c'est Baptiste. Attendez, moi attendez, C'est Baptiste. c'est C'est Bahati. Baptiste. AFDCA avec 434 candidats, suivi du MLC avec 411 candidats, et l'UDPS Tshisekedi n'a que 369. Alors les militants, les partisans de l'UDPS se tirent les derniers cheveux qui leur restent. Ils disent, mais comment? Alors Kabouya a été obligé de répondre devant le public. Et comme Donc devant leurs militants. devant les militants. Et comme il ne sait pas communiquer, je ne vais pas vous rappeler toutes les bourdes qu'il a déjà débité. Il dit, mais qu'est-ce que le MLC veut faire, veut montrer avec autant de candidats pour la députation? Mais c'est un droit, On n'a pas dit, toi, dans l'Union sacrée, tu dois avoir autant de candidats. Et donc, dans tout ça, dans le remous et dans le recours qu'il y aura et dans les justifications, Kabouya a dit, évidemment ça il n'a pas raison, il y a 16 sièges qui restent. Évidemment il n'y a pas eu enrôlement dans certains coins où il y a de... Donc Rutshuru, Masisi et Kwamut. Il n'y a pas eu d'enrôlement ni de dépôt de candidature. de dépôt de candidature. Alors lui, il table sur les 16 candidatures de l'autre côté qui vont venir à l'UDPS pour un peu damer les pions au MLC. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si quelqu'un vous voulez... Non, dites et puis je vais passer la parole. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette configuration-là, dans cette histoire de la CENI, où certains partis, certains regroupements n'atteignent pas les seuils, c'est aussi un problème parce que il y a de coûts financiers? Non, il n'y a pas de coûts financiers, mais il y a de grandes personnalités qu'on connaissait qui ne vont pas se retrouver dans le prochain Parlement, comme le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mounindo. Sa candidature n'est pas retenue. Vous voyez le pasteur Mokuna, qui avait fait beaucoup de bruit, je ne sais pas quel regroupement politique il a créé. La candidature du pasteur Mokuna n'est pas retenue, même ces gens comment c'est son église, l'IAC ou quelque chose de pareil, ne sont pas retenus. Et Bruno Tchibala n'est pas dedans. Le PPRD... Moukouna n'est pas retenu. Moukouna n'est pas retenu, il a fait sa liste. Il avait sa liste avec des fidèles, des pasteurs, ainsi de suite. C'est pas retenu. Et il avait même promis que le culte qui suivrait, il allait répondre à Kadima, le président de la CENI. Donc, finissez. Non, je voulais dire que dans ces personnalités qu'on ne va plus voir au Parlement, il n'y a aucun membre du PPRD n'est candidat. Hein. Puisqu'ils ne se sont pas portés. Ils ne se sont pas portés candidats, donc nous, on n'aura pas les membres du PPRD dans le prochain. Même si beaucoup ont tourné Kazakhs et sont devenus autre chose. Exact. Comme disait le pasteur Pompo, transhumance politique. Mais même plus de PPRD, même sûrement de l'UDPS ou quelque chose de pareil. On dit Au toujours départ, allié de l'UDPS de toutes les façons. Oui, voilà. À l'origine. Oui, voilà. Même du MPR, non? Ça, tout le monde vient du MPR d'une manière ou d'une autre. Avec Adam Bombole non plus. Il y a aussi Tchibala, nous avons dit. Fayulu
n'est pas candidat non plus. Et donc, Dans tous les cas, pour le moment, ce ne sont que des candidatures. Sont- Encore faut-il que les électeurs les votent. Les maintenant, choisissent. oui, Donc, on est d'accord, mais quand on n'est pas candidat, on ne va pas être d'office, élu. on ne sera D'office, pas on n'est élu. pas élu, voilà. Pasteur Bobo, encore un mot sur le... Oui, quand je vois AFDC et Allié être le premier parti, Il était déjà sur Oui, l'électorat oui. précédent. Hein, Dans les précédents, il était déjà. ils ont gagné. C'est le premier parti en termes de de députés. députés. Des députés, oui. Moi j'ai eu la chance d'accompagner Bart Kwebo comme président du Sénat au Luxembourg. J'ai passé 2 jours avec cette délégation, une On s'en visite souvient. officielle. Je l'ai interviewé aussi. Je lui ai posé la question, le miracle de Bart. Et j'ai assisté à leur réunion chez Bruxelles, la réunion du parti, avec extérieur, AFDC allié extérieur. Oh, oui. Directement, je comprends pourquoi il est le premier en termes de nombre déjà. Dites-nous le secret. Quel est le secret? Il est organisé. L'organisation. Il est très bien organisé. Donc c'est les contraires des Kaboul comme des... Ah oui, ou c'est Kabouya. des Kaboul, c'est les contraires. Oh, Kabouya, ça c'est. L'UDP, c'est un grand parti, des noms, parti présidentiel. Et avec Kabouya au-dessus, c'est un problème. L'UDP pouvait avoir 500 candidats. Bien que avoir beaucoup de candidats, ça ne veut rien dire, mais ça peut aussi Ça multiplie maximiser les chances. votre chance. Voilà. Vous pouvez aligner 300 personnes, des bonnes personnes, vous pouvez aussi être premier par rapport à celui qui a mis 500 et 500, 600. voilà. Mais on voit un peu, Badi, il est très bien organisé. C'est ça qui me... Et il risque encore de remplir les noms, il risque encore de faire... D'être premier au Parlement. Parti au Parlement. Et nous espérons qu'ils auront cette fois-ci, le Premier ministre sortira de leur parti. Alors. Cette fois-ci, il pourra réclamer, si les jeux sont respectés, il pourra réclamer la primature. Nous allons suivre Ça a ça. été triplé avant. Nous allons suivre ça de très très près. Il y a quand même, d'après nos informations, que c'est l'équivalent de $600 pour la députation nationale en termes de candidature, pour le dépôt des candidatures. Ce n'est pas une petite somme. Bon, il faut voir. $600. Oui. C'est pas 1500? Non, non, c'est $600. Ah, $600. 1 600 000 Et puis, francs. Ah oui, en francs, 1 j'ai 600 000. ajouté trop de conflits internes au niveau de l'UDPS. Ça pousse beaucoup de candidats UDPS à créer leur plateforme UDPS alliée. Et donc, voilà. Se dispersent plus ou moins. Par stratégie aussi, la stratégie politique, ils ont créé beaucoup de petits partis satellites. Et quand ils vont gagner, ils pourront. Mais l'UDPS principal, il y a trop de crises là. Donc, ça ne marche pas parce qu'il y a trop de rivalité. Et les autres sont allés entre par-ci par-là. Surtout que si vous ne respectez pas votre chef, qu'il ne... C'est rare de voir un parti politique dont le président est vivant d'être dans cet état, mais voilà, c'est ainsi. Donc la CENI semblerait avoir déjà engrangé près de $19 millions avec ses dépôts de candidature à la députation nationale. Abonnez-vous, likez, partagez RDC Horizon 2023. Le mois de septembre sera très chaud, nous allons en parler. Nous allons passer maintenant au troisième point de ce soir, l'état de siège. Vous le savez, ici à RDC Horizon 2023, nous avons 3 dates que nous suivons de très très près. La première date, c'est l'état de siège depuis le 3 mai 2021. Ça fait à ce jour 2 ans, 3 mois, 15 jours, soit 837 jours que l'état de siège a été proclamé en République démocratique du Congo sur l'Ituri et le Nord Kivu. La deuxième date, c'est Bunagana, 13 juin 2022. Le M23 a pris la localité de Bunagana, s'est installé et à ce jour continue même à faire payer les commerçants des droits de passage, etc. Et donc ça fait 1 an, 2 mois et 5 jours que Bunagana est entre les membres de M23. Ça fait 431 jours. Et la troisième date, ce sont les élections prévues, les élections présidentielle et législative, le 20 décembre 2023, dans 4 mois, 2 et 2 jours, soit 124 jours. État de siège, disais-je, voilà qu'il a été organisé 3 jours de réflexion sur soit la levée, soit la requalification, soit la continuité de l'état de siège. Cornelis, nous allons commencer par vous pour changer. Dites-nous un peu, est-ce qu'enfin
nous allons avoir la levée de cet état de siège qui a été décrié, surtout par les gens qui vivent sur ces territoires. Merci beaucoup, Pasteur Patrick Yogo. Et je voudrais commencer par là. Vous avez bien introduit le sujet en parlant de Bunagana. Bunagana est entre les mains du M23 depuis plus d'une année. Qu'est-ce que nous faisons? À Kinshasa, évidemment, nous sommes en train de fêter, nous sommes en train de danser. Et le M23 organise les territoires là-bas avec le paiement de taxes, ainsi de suite. Et dernièrement, on a même vu une vidéo circuler sur les réseaux sociaux où ils organisent, les M23 organisent la rentrée scolaire. C'est terrible. Hein? Donc ils administrent Ils sont chez eux. administrent comment, intégralement, que ce soit au niveau financier, au niveau de l'administration, au niveau de l'enseignement, et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est la rentrée scolaire ou quoi, ou c'est des examens, mais en tout cas, on a vu une vidéo où le gars là, comment il s'appelle encore, le porte-parole Willy Ngoma, oui, qui était allé faire une inspection dans des écoles, hein, pour dire aux enfants, écoutez, nous sommes des parents, soyez calmes, nous gérons la situation, et d'ailleurs prochainement le général du M23 viendra vous voir. Donc en fait, c'est des gens qui organisent le territoire, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes en train de danser. Nous laissons notre territoire entre les mains des ennemis, et nous sommes presque contents. Et brusquement, le gouvernement convoque ce forum sur la révisitation de l'état de siège. Il faut d'abord acclamer ça. Donc le gouvernement a pris le soin d'entendre les gens du terrain, donc les gens qui vivent dans les territoires occupés, donner leur point de vue sur la situation de cet état de siège. Et au début des discussions, il y avait 3 thèmes. Il y avait 3 commissions dans ce forum. Et le forum s'est tenu pendant 3 jours, du 14 au 16 août. Et il y avait 3 commissions. Une commission pour ceux qui étaient pour la continuité de l'état de siège, qu'ils donnent leurs arguments, leurs analyses. Une commission pour ceux qui sont pour la requalification de l'état de siège. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Est-ce qu'il faut? Et la 3e commission, nous avons dit les gens qui étaient pour la continuité et les gens qui étaient carrément pour l'annulation pure et simple de cet état de siège, la levée de l'état de siège. Et après plusieurs discussions, on a retenu à la fin 2 commissions. Ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Parce qu'il y a eu des débats houleux, très houleux. Et finalement, pour les deux commissions, à la plénière, il y a eu presque... Quelle majorité s'est dégagée? Oui, presque unanimité, mais une grande majorité. Vous savez, nous avons dit au début que ces gens qui étaient dans ce conclave sont pour la plupart des gens qui connaissent la situation du terrain. Il y a des gens qui savent, pas nous qui habitons Kinshasa, qui ne connaissons rien de l'Est. C'est des gens qui savent. Et la majorité a opté pour la levée de l'état de siège. Mais ce qui m'a un peu froissé, c'est le discours du Premier ministre à la clôture de ce conclave, qui vient dire, sans rire, le dernier mot appartient au président de la République. Sans emphase, hein, parce que moi j'ai toujours dit, un homme politique doit se faire accompagner d'un conseil en communication. Vous l'avez souvent répété aujourd'hui, oui, c'est qu'il y a beaucoup de failles. Oui, mais c'est comme si ce Premier ministre se moquait de la population. Donc tous ces gens qui ont quitté Ituri, le Sud Kivu, ainsi de suite, pour venir discourir à Kinshasa, tous ces gens-là, vous balayez d'une main le travail qu'ils ont accompli en 3 jours. Vous leur dites, tout ce que vous avez dit là, c'est zéro. Le dernier mot appartient au président de la République. Mais non, il faut leur dire que vous avez abattu un travail appréciable, que nous allons présenter au président de la République pour appréciation. Mais il ne faut pas dire, ah non, le dernier mot appartient au président de la République, parce que vous, qui ne connaissez pas la situation du terrain, vous êtes pour la continuité, la continuation de cet état de siège. Vous dites, ah non, c'est le président qui va... Mais non, il faut dire qu'on va présenter le rapport au président de la République. Donc, c'est des mots déplacés. Et venant d'un Premier ministre, c'est quand même déplorable.
Pasteur Bobo, est-ce que vous convenez avec Cornelis sur ses derniers propos en disant que le dernier mot ne reviendrait pas au chef de l'État? Puisque chacun sait maintenant, l'état de siège est proclamé par le président de la République, mais il consulte quand même les deux présidents des organes délibératifs, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat, le Premier ministre, et même sur l'avis du Conseil de sécurité. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris la décision pour l'état de siège. Mais maintenant, pour mettre fin à l'état de siège. Oui, on sait tous que l'état de siège, ça a été un fiasco que le président devrait directement faire sauter. Mais s'il fait appel à la population, là je suis d'accord avec Cornelis, mais un peu plus fort encore. Nuancé donc? Un peu plus fort que quand le président fait appel à la population, c'est qu'il veut peut-être se cacher derrière la population. Donc la bonne communication pour Sama Lukonde, c'était, il a peur, c'était que le président va suivre la majorité. Oui, peut-être, oui. On vous a consulté. On vous a consulté, vous avez proposé et nous allons vous suivre. Nous allons présenter. C'est une façon de cacher le fiasco. C'est une façon de cacher le fiasco en disant, bon, finalement, on avait... Si c'est lui, seulement le code, là je suis d'accord avec Cornelis, il peut dire que nous allons présenter. Mais si c'est lui-même le président qui communique, il va dire que je vais suivre la majorité. La voix du peuple. Comment vous faites? Les gens arrivent, ils ont discuté pendant 2-3 jours et leur voix ne compte pas. Le président peut venir. Bon, imaginez un peu, 90% on dit A. Et le président rame à compte courant, il dit B. Voilà. Ça sera un non-sens. Oui. Ça fait des ordres. Et il faut abonnez-vous, likez, RDC Horizon 2023. Dites-nous, Cornelis. Oui, Patrick. Il faut dire, comme a dit Pasteur Yogo, c'est des personnes qui vivent l'état de siège, des personnes qui viennent de là. Et d'ailleurs, dans leur discours, ils disent pourquoi il faut lever l'état de siège. L'état de siège a été institué pour mettre fin aux violences, pour mettre fin au viol, pour mettre fin... pour ramener la paix. Pour ramener la paix, tout simplement. Mais tous les jours, jusqu'à hier ou avant-hier, il y a eu des tueries, il y a des viols. Donc, malgré l'état de siège, la situation d'avant l'état de siège continue. Donc, l'état de siège n'a rien apporté et l'état de siège n'a pas sa raison d'être. L'ordonnance présidentielle avait une date d'expiration. 30 jours après sa promulgation devait prendre fin. L'Assemblée nationale et le Sénat pouvaient à tout moment mettre fin à cet état de siège par une loi, immédiatement. Mais voilà, 54 fois, nous avons fait quelques calculs, l'état de siège a été prorogé 54 fois par série de 15 jours. 54 fois. On se demande si l'Assemblée nationale et le Sénat représentent vraiment la nation. Abonnez-vous, likez. Nous allons passer au dernier point qui concerne le Niger. La bande du Sahel, comme vous le savez, connaît beaucoup de coups d'État. Après la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, voilà que le Niger voit son chef d'État être mis de côté et l'armée prendre le pouvoir et même nommer un premier ministre. Qu'est-ce qui se passe au Sahel, Cornelis? Oui, vous avez dit qu'il y a eu un coup d'État, et le coup d'État contre... Ça, c'était au mois de juillet, je crois. C'était le 23 juillet. Le 23 juillet, qu'il y a eu un coup d'État. 23 ou 26 juillet. Les militaires ont renversé Mohamed Bazoum. Alors, directement après ce coup d'État, et vous savez, dans cette partie de l'Afrique, ce n'est pas le premier coup d'État. Dans cette partie d'Afrique. Nous avons mis le globe ici pour essayer de suivre. Voilà. Donc de la Mauritanie à la Somalie à l'est là-bas. Oui, donc ce n'est pas le premier coup d'État et c'est une partie où ils sont champions du monde en matière de coup d'État. Il y a eu, je ne vous dis pas cela dans l'ordre, il y a eu le Mali, il y a eu le Burkina Faso, il y a eu la Guinée, je crois, et le dernier pays c'est le Niger. Donc les quatre là,
pratiquement en quelques mois, il y a eu des coups d'État. Et donc, ils sont un peu habitués. Et donc, la CEDEAO a eu peur. La CEDEAO a eu peur parce que la CEDEAO, c'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, C'est cela, oui. qui est composée d'une quinzaine de pays, je crois. Il y a le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, ainsi de suite, Libéria, Niger. Donc, il y a Les 3 ou 4 deux, pays trois, qui ont quatre, des coups cinq, d'État six, sept, sont huit. membres De la CEDEAO. de la CEDEAO. Oui, et tous ces 4 pays où il y a eu des coups d'État, comme vous dites, ce sont membres de la CEDEAO et aucun autre coup d'État en dehors de cette communauté. En Afrique, il n'y a pas eu d'autre coup d'État que dans cette communauté de l'Afrique de l'Ouest. Et évidemment, c'est Quel est le point commun, si je peux me permettre? Pourquoi ces pays, pourquoi les militaires prennent les commandes? Vous savez, on dira facilement que le point commun, c'est Sarkozy. La France? Qu'est-ce que j'ai dit, Sarkozy? La France. C'est même pas Sarkozy qui est là, C'est Macron. c'est Macron. Le point commun, c'est Macron. C'est la France, en fait. Hein, parce qu'aujourd'hui, dans ce coin de l'Afrique, dans cette portion de l'Afrique, il y a une certaine jeunesse qui est en ébullition contre... Et on a vu beaucoup d'Africains progressistes qui habitent la France ou qui habitent le Sénégal, faites des meetings, faites des discours contre La présence de la la France. France-Afrique, la présence du franc CFA, ainsi de suite. Et donc, il faut dire que le point commun, c'est quand même la présence, l'omniprésence de la France sur ce pays-là, avec beaucoup de contrats léonins, beaucoup de deals qui font que ces pays-là sont maintenus dans la pauvreté. Et donc, Ça, c'est leur point de vue. ça, c'est le point de vue de la population. Nous dirons plus précisément que c'est le point de vue de la jeunesse. Et il faut souligner que ce sont des pays à fertilité galopante. Donc les jeunes... La démographie est galopante là-bas et les jeunes sont pratiquement 70% de la population ou des populations de ces pays-là sont des jeunes. Et donc les jeunes sont sévrés dans ces nouvelles théories de dehors le franc CFA, dehors la France-Afrique, ainsi de suite. Donc, il faut un peu comprendre ça dans ce sens-là. Pasteur Bobo, Cornelis nous dit que voilà, dehors la France, les populations du Sahel demandent que la France quitte, mais on voit apparaître des drapeaux de la Russie. Est-ce qu'on veut remplacer la France par la Russie ou les pays sahéliens veulent reprendre leur autonomie, leur identité? Peut-être ça peut vous aiguiller. Au sommet Russie-Afrique, le président en exercice, si on peut le dire, de Burkina Faso a fait un discours où il blâmait un peu ses aînés en disant nous sommes restés pauvres, etc., alors que nous avons des richesses. Est-ce qu'on veut remplacer la France par la Russie ou l'autonomie réelle des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest? Plus de 60 ans après les indépendances, l'Afrique reste toujours comme un grand bébé. Les Africains ou l'élite ne comprennent absolument rien. On ne comprend rien. Vous croyez que la Russie peut remplacer l'Amérique pour changer des choses? C'est blanc, bonnet, blanc. Aujourd'hui, la crise au niveau international, ça fait... C'est la guerre d'influence. Hein. Chacun veut... Donc, moi, je ne crois pas que la Russie, c'est la solution. Bien que les Africains rêvent. On a fait beaucoup d'années avec nous, avec les Belges, rien n'a marché. Ils ont fait beaucoup d'années avec les Français, l'Afrique francophone, rien n'a marché. Et ils rêvent que si les Russes arrivaient, ça peut faire changer des choses. Mais je vais leur poser la question. RCA, Burkina Faso, Mali, qu'est-ce qui a changé? Et qu'est-ce qui va changer au Guinée? D'autres disent que le président Bazoum, le président Bazoum n'est même pas guinéen. Il n'est pas nigérien. Il est libyen. Voilà. C'est un peu comme le Congo, Kabila n'est pas complet. Oui, c'est même le président de la Côte d'Ivoire. Hein. On en a parlé aussi. Ouattara, on en a parlé aussi. Et le problème de la sécurité, puisque finalement, si la France, les États-Unis, etc., je crois qu'il y a même des bases allemandes de pas loin,
sont dans la bande du Sahel, c'est pour lutter contre le terrorisme ou pas? Exact. Mais est-ce que... C'est pas mal le terrorisme, c'est beaucoup plus par rapport au minerai. Par rapport au minerai, les Américains ne laisseront pas le Niger aux Russes. Il y a des bases américaines là-bas, il y a des bases françaises. Oui, principalement Les bases de drones. Les Français ont refusé, comme on avait dit la fois passée, les Français ont refusé de quitter. Donc, ils vont rester là jusqu'à ce qu'il y ait un gouvernement légitime pour leur dire de partir, de partir ou pas. Ils ont fait beaucoup d'erreurs par rapport au Burkina Faso et au Mali. Je crois qu'ils vont corriger l'erreur là. Ils ne partiront pas. Ou bien ils vont manipuler. Je crois que la CEDEAO ne va pas directement attaquer. Ça sera peut-être compliqué. Mais ils ont le pouvoir de fragiliser. Le Guinée, c'est un petit pays. On peut Le Niger. Le Niger, c'est un petit pays. On peut les fragiliser. On peut créer des tensions internes. Et la CEDEAO va profiter. Il y aura comme on fait, il faut avec la Russie, il y a un peu des troubles à l'intérieur de la Russie. Il y aura des troubles à l'intérieur du Niger. Et la CEDEAO va profiter. Je ne pense pas que ça sera une attaque frontale. CEDEAO contre Mali, Burkina Faso Le Niger. et Niger. Mais ça sera, ils vont manipuler, comme toujours avec les médias, ils vont manipuler. Il y aura une crise interne contre la junte militaire et les autres pourront profiter. On verra si le temps va vous donner raison. Cornelis, les forces régionales en Afrique. Nous avons l'EAC, enfin l'Eastern African Community, qui est là pour faire tampon, mais nous venons de le dire ici, Bunagana est toujours géré par le M23 et on passe les autres territoires. La CEDEAO avait quand même réagi de manière concrète et effective quand il s'agissait de la Gambie, de Yahya Jammeh. Oui. Il y avait une intervention militaire et vous pensez que ça peut se répéter une fois de plus? Gambie, c'est un petit pays, on va aussi dire, enclavé dans le Sénégal. Bon, c'était peut-être facile de remettre de l'ordre là-bas. Est-ce qu'au Niger, vous pensez que les forces régionales pourraient faire quelque chose? Le pasteur Bobo pense que non, il n'y aura pas une attaque frontale. Et vous, qu'en dites-vous? Oui, Patrick, il faut dire que l'intervention de la CEDEAO ne s'est pas limitée en Gambie. Hein. Il y a aussi eu la guerre de Libéria. Tout à fait. Où la CEDEAO est intervenue pour remettre la paix. Et il y a eu exactement... Ça s'est commué en mission onusienne après 250 000 morts. Hein. Et d'ailleurs, c'est cette intervention-là qui a conduit à l'élection du président Samuel Johnson. En fait, il y a eu un président qui a été élu après l'intervention de la CEDEAO, quand la paix est arrivée. Johnson. Oui, Johnson. Et puis la femme est venue après lui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'est pas la première. Donc, en fait, ils sont intervenus en Gambie efficacement, ils sont intervenus au Libéria efficacement également. Mais je voulais dire que c'est pas Bon, ce n'est pas. Les circonstances ne sont pas les mêmes. L'un voulait rester au pouvoir. Exact. Ici, quelqu'un est bien élu, mais on veut le mettre dehors. Oui, et ce ne sont pas les derniers faits connus au sein de la communauté. Parce qu'il y a eu plusieurs coups d'État avant que cette CEDEAO-là a été incapable d'aller réagir au Mali, au Burkina Faso, et ainsi de suite. Et même le Niger, la CEDEAO est vraiment en ébullition aujourd'hui pour aller intervenir au Niger. On ne comprend vraiment pas, mais même au sein de la CEDEAO, il y a des dissensions. Il y a des dissensions aujourd'hui qui se remarquent parce qu'ils ont donné un ultimatum au Niger, à la junte militaire. À partir de cette date, l'ultimatum, je crois, a expiré il y a 10 jours. Ils donnent l'ultimatum expire, mais ils n'ont pas le courage d'attaquer le Niger. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de forces à l'intérieur de la CEDEAO et même à l'extérieur. Tous ces pays qui ont connu des coups d'État se sont solidarisés avec le Niger. Vous attaquez le Niger, nous entrons dans la guerre. Et il faut dire que le Niger est frontalier de l'Algérie.
Au nord, Au nord, il y a une frontière. Et l'Algérie a fait aussi avec ça. la Libye également. Oui. L'Algérie a fait une déclaration selon laquelle vous attaquez le Niger, nous entrons dans la guerre. Faites attention. Et le Maroc est solidaire avec l'Algérie. Le roi a fait une déclaration aussi par son porte-parole pour dire si l'Algérie entre en guerre, nous sommes derrière l'Algérie. Solidarité. La solidarité. Et donc, il y a beaucoup de forces, de forces qui se tirent et Donc, ça fait un peu désordre. ça fait des ordres dans tous les sens. Donc, Et- une attaque militaire ne pourrait pas avoir lieu. Oui, et nous avons, Oui, à condition que ce soit manipulation interne. nous avons parlé. Comme on a fait avec Mobutu. On a renversé Mobutu par la fenêtre. C'était pas l'armée rwandaise directement ou l'armée ougandaise. Ils pourront faire, si c'est une rébellion interne, c'est leur pays, le Niger, on peut les appuyer indirectement. La CEDEAO se cache derrière une rébellion, on peut le renverser. Oui, je n'avais pas terminé mon propos. Je disais que nous avons parlé de l'ultimatum qui a expiré sans qu'il y ait quelque chose. Et il y a même eu beaucoup de sommets. Le dernier était à Accra. Non, le dernier était à Abuja hier. Ah non, Accra au Ghana. Accra. Ouais. Oui, Accra. Abuja, c'est le siège de Et la là, CEDEAO. il y a eu le premier sommet Le où premier la sommet. menace, l'ultimatum avait Oui. été décrété Donc- par le Nigeria, on va dire. Donc, dès qu'il y a eu coup d'État, il y a eu un premier sommet. Et puis le deuxième sommet, il n'y a pas longtemps ici, le 4. Et puis le troisième sommet, hier. Ça, c'est à Accra. Je disais, Abuja, c'est le siège de la CEDEAO. Ouais. Et il n'y a toujours pas de résolution. Ils vont privilégier la diplomatie. Oui, disent-ils. ils disent d'ailleurs privilégier la diplomatie, mais sans oublier que nous sommes déjà prêts pour attaquer. Oui, il y a des Ils forces le disent, d'attente qui sont là. Oui, ils le Stand-by disent, le force. stand-by force. Ils le disent que nous sommes en stand-by pour attaquer. Nous voulons la diplomatie, mais nous sommes prêts pour l'attaque. Mais c'est faux. Ils ne sont pas prêts. Parce que, enfin, ils peuvent être Il n'y a prêts. pas de consensus, il n'y a pas une consensus. Ils ont donné beaucoup de Il y a pas temps consensus. à la Russie aussi. Ouais, voilà, oui. Mais- Le groupe Wagner. Oui, mais comme disait le pasteur Bobo ici, vous l'avez dit d'ailleurs, est-ce qu'ils veulent se défaire de la France pour aller vers la Russie? Moi, je crois que ça serait une bêtise. Je crois que ça serait une bêtise parce que les pays africains ont peut-être raison de se libérer de certains carcans. Par exemple, le franc CFA, tout le monde sait que c'est des accords léonins. Mais ça, c'est déjà en très bonne voie, normalement. En très bonne voie. Oui, je crois que nous avons raison de nous libérer de certains carcans, mais quitter les États-Unis pour aller vers la Russie, c'est bonnet blanc, bonnet, comme disait Pasteur Bobo. Moi, je crois que nous devons tendre vers l'indépendance. Nous devons tendre vers la responsabilité, vers l'État adulte. Après 60 ans après les indépendances, nous sommes censés être adultes, pas toujours des petits-enfants en train de suivre, mais nous avons, si nous sommes sérieux dans le prochain siècle, nous sommes les plus riches, le continent le plus riche au monde, mais nous ne le savons même pas. Voilà. Merci, Cornelis. Pasteur Bobo, je ne sais pas si vous avez un tout dernier mot sur la question du Niger. Sinon, à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, nous vous invitons à vous abonner, puisqu'au plus vous vous abonnez, au mieux c'est, et surtout partagez les vidéos, likez. Vos commentaires sont très constructifs et utiles, et vous allez voir que les changements qui sont en train d'être opérés sont le fruit de vos commentaires et de vos remarques. Il faut aussi ajouter que nous avons déjà dépassé 1000 vues. Et ça, les téléspectateurs peuvent suivre. Nous allons essayer de répondre à vos attentes et nous assurer que tous les indicateurs fonctionnent normalement. Horizon 2023, c'était un bébé qui vient de naître, mais qui bouge la diaspora. Mais voilà. Nous avons eu beaucoup de commentaires, de remarques. Nous avons entendu, nous allons y répondre favorablement et mettre en place tous les indicateurs pour confirmer. Tous les pays africains regardent le Niger, ça va faire l'effet boule de neige. On ne sait pas, on croit c'est oui, mais que ce soit l'Amérique, la Russie, tout le monde regarde sur le Niger. Tout à fait.
Avant de finir, nous allons quand même dire un dernier mot sur le meurtre de Chérubin Okende, le député national. Comme vous le savez, le 13 juillet, nous avions tous appris la triste nouvelle de ce crime odieux. Il a été retrouvé dans son véhicule maculé de sang, etc. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait invité des experts de pays amis pour qu'ils puissent participer à l'enquête. La Belgique, la France, la République sud-africaine et évidemment la MONUSCO qui est sur place. L'autopsie des Kouyous a été faite le 4 août. Nous attendons toujours d'avoir les résultats de cette autopsie. Et à ce jour, nous n'en savons pas plus. Les résultats de cette enquête devraient répondre aux questions simples que tout le monde connaît. Qui a tué le député Chérubin Okende? Où, quand, comment et surtout, pour la famille et pour nous autres, pourquoi? Le mobile. Nous allons nous revoir alors au mois de septembre, ce sont les vacances, nous avons débordé un peu dans les vacances, les uns sont partis, les autres ne le sont pas encore, on va essayer de prendre un peu de repos bien mérité. Nous nous retrouverons alors au mois de septembre dans le studio de Radio Mboté, animé géré par Jean-Jacques Ben et son équipe, Que nous remercions. dans la commune de Kuckelberg. Le mois de septembre sera riche en événements. 1er septembre, dépôt des candidatures présidentielles en République démocratique du Congo. 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire et le gouvernement doit remettre la loi des finances, c'est-à-dire le budget pour l'année 2024. Et la fin du mois de septembre, l'Assemblée générale des Nations Unies, vers le 20 septembre. Beaucoup de choses vont se passer entre-temps et nous allons avoir beaucoup d'invités également sur le plateau dans les studios de Radio Mboté. Abonnez-vous pour que vous puissiez être notifiés de tout ce qui va se passer. Likez, partagez, commentez. Nous sommes là pour vous apporter la meilleure information que nous avons et surtout des analyses pertinentes à 360 degrés. Nous remercions notre IT officer qui est toujours dans l'ombre. Nous remercions surtout vous, l'audience qui nous suivait depuis presque toute cette année. Et nous vous souhaitons un excellent week-end, de bonnes vacances à ceux qui ne l'ont pas encore pris. Que la paix soit chez vous. À nous revoir au mois de septembre. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard.